Yom HaZikaron les Chalalei Ma'arachot Israël, jour du souvenir pour se tomber pour l'État d'Israël. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה. Comme ils sont tombés ces vaillants et perdus ces armes de guerre. כל יום שעובר כמו נצח, כל יום שעובר ועדיין אתה חסר, כל יום שעובר כמו נצח. Marc Abitbol, shalom. Nous sommes ici en cette journée du Yom HaZikaron pour parler de votre frère Emmanuel Abitbol, qui est décédé il y a maintenant près de 15 ans, si je ne m'abuse. Alors, on va parler de la vie assez exceptionnelle de votre frère, d'Emmanuel Abitbol, Zichrono Livracha. Parlez-nous d'abord de lui. Quel genre de garçon était-il dans sa jeunesse, avant de s'enrôler dans l'armée israélienne? Quel genre de garçon était-il? Je vais raconter peut-être... c'est une question un peu compliquée, puisque chacun a une personnalité avec multifacettes, mais je voudrais peut-être raconter une anecdote. Mais quand mes parents ont décidé de partir en Israël... Voilà, vos parents sont des éducateurs, Salomon et Esther Abitbol, des éducateurs très connus en France dans la communauté, puisque votre père a dirigé des centres communautaires, au ZEI en particulier, au DEJ en particulier, donc une famille, on va dire, très impliquée dans la communauté et qui a décidé de faire son alia vers la fin des années 60. 70, exact. Et donc, ils sont venus en Israël pour faire un voyage, pour trouver... De préparation. Et quand ils sont revenus, on leur a demandé comment ça allait se passer, etc. Et on attendait un courrier. Les enfants. Ouais, on attendait. Moi, j'étais à la yeshiva à Montreux, et on attendait un courrier. Et mon frère Manu, tous les jours, allait voir à la boîte aux lettres si ce courrier arrivait. Tellement il avait hâte de venir en Israël. Et une deuxième anecdote par rapport à son lien spécial qu'il a en Israël. Donc moi, je suis resté à la yeshiva. Et je me rappelle le premier Pessah où je suis venu rejoindre mes parents en Israël. Je discutais avec mon frère et je lui dis « Waouh, je commence à rire. » On regardait la télé, je lui dis « Je commence à pouvoir lire les sous-titres en hébreu. » Il me dit « Moi, maintenant, je rêve en ivrite. » Et donc, ça veut dire qu'il était déjà très rapidement intégré dans la réalité israélienne. Exact. Alors... Manu termine sa scolarité assez brillamment. Il est à la yeshiva de Kfar Maimon, sous les auspices du Rav Yitzhak Levi, et même qu'il le dispense de faire une terminale. Il est brillant en mathématiques, en physique, et il va étudier à la yeshiva de Merkaz Harav. La dernière année, au lieu d'être à Kfar Maimon à la yeshiva, il va passer sa dernière année à Merkaz Harav. À étudier à Merkaz Harav. Et puis ensuite... il s'enrôle dans l'armée israélienne. En fait, son rêve, c'était d'être pilote, d'être taïas. Okay. Ouais. Donc, et puis, il a un trait... il est très têtu. Donc, il décide d'aller faire tous les tests pour pouvoir être taïas, et il n'a pas été accepté. Et il savait pas pourquoi il n'avait pas été accepté. Et donc, il est allé de Vada en Vada jusqu'à qu'il s'aperçoit qu'ils avaient découvert quelque chose au cœur qui n'était pas vrai, etc. Et à la fin, un truc de lunettes. À l'époque, il y avait un Alouf Laskov qui était responsable des Tlunot Chayalim. Et jusqu'à qu'il ait été accepté au Gibushtai, sur lequel il n'a pas réussi. Et quand il n'a pas réussi, il était paniqué où est-ce qu'il allait tomber, et il a réussi avec de l'aide d'arriver au Tzantranim. Au parachutiste. Alors, il sert dans l'armée israélienne, en particulier pendant la période de la guerre du Liban, exactement, c'est ça? Ouais. Et il est déjà officier à cette époque? Il a commencé, il s'est enrôlé juste au moment de la guerre du Liban, donc... lui, il n'a pas fait en tant que Khayal les 6 premiers mois, mais tout de suite après 6 mois, il a fait quasiment tout son service au Liban. Il connaissait le Liban par cœur. Alors, il devient officier dans les parachutistes. Oui, son magad est aujourd'hui très célèbre, c'est Elazar Stern.
Et donc, très rapidement, il part à Coursinim, sur lequel on le voit sur la photo qu'il y a ici. Je pense que c'est... il faut savoir que l'époque où il était dans les Tzantranim, dans les parachutistes, il n'y avait pas beaucoup de religieux à l'armée. Oui. Dans les officiers. Dans ces échidotes-là. C'est les échidotes où il y avait beaucoup de gens de kibbutzim, etc. Très, 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 très peu de religieux. Je pense qu'il était quasiment le seul dans son unité. Il n'avait pas fait le programme d'Esder. Il n'avait pas fait le programme d'Esder. Après la yeshiva, il voulait être comme tout le monde, faire l'armée comme tout le monde, et il était avec une envie de servir très très forte. Et donc, il a été envoyé très tôt aux courses d'officier, et il est revenu tout de suite. Il s'est occupé. Vous savez, généralement, quand on a fini la course d'officier, on va à son premier rôle, on retourne s'occuper des tyronymes, des soldats qui font leur classe, et il est passé tout de suite, s'est occupé, il a eu une unité qui était des soldats qui étaient déjà depuis longtemps à l'armée, et ce qui lui a permis d'évoluer rapidement au sein de cette unité. Alors, au bout de plusieurs années de service, il va se produire un premier drame. En fait, donc il était au Liban, et il est au moment de ce qu'on appelle un petit khatsir, c'est-à-dire qu'il y avait un Noal où chaque matin, pour sécuriser l'environnement, chaque unité avait une région qui partait en éclaireur, et il a été très dans le détail. Il avait vu la veille un berger avec un troupeau, et ça lui faisait... Il n'avait pas confiance, donc il est monté sur le tank qui était le premier. Il a fait sortir l'officier, pas l'officier, le Totran, responsable du tank, quoi. Et voilà. Et donc il voulait voir toute la Gizra, tout le secteur de lui-même. Ce tank est monté sur un mokesh, une mine triple, qui a fait sauter tout le parterre du tank. Et le EDF, l'impact lui a causé des dégâts aux pieds très, très sévères, de telle sorte que lorsqu'il est sorti de là-bas, du tank, le médecin qui l'a reçu à Rambam, il lui a dit attention, peut-être qu'on va t'enlever les deux jambes tout de suite. Et donc après, il y a eu... en fait, ils ont essayé de lui sauver les deux jambes, et ils l'ont mis dans ce que les... Un talachat, c'est une sorte de citerne sous pression pour pouvoir augmenter l'oxygène dans le sang. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi à lui sauver une jambe, et donc il était amputé d'une jambe. Et une anecdote qui est très typique de Manu, quand il était dans cette citerne-là, il était branché sur tous des appareils pour vérifier sa tension, son bas, etc. Et à ce moment-là, Rabin, qui était ministre de la Défense, est venu le voir et lui a parlé au micro, puisqu'il était tout seul dans cette citerne. Et quand il est sorti de là-bas, le médecin lui a dit « Mais incroyable, ton battement de pouls n'a pas bougé quand Rabin est arrivé. » Ouais. Donc c'était un homme, voilà. Et c'est important pour la suite. Pour la suite, parce que ça va nous aider à comprendre le personnage par la suite. Donc il a été grièvement blessé, amputé. Et alors ce qui aussi le Manu qui va sortir donc de cette épreuve. Il y a un truc très intéressant, c'est pendant les 2 semaines où il était dans ces tipoulines pour essayer de voir si on arrivait à lui sauver la jambe, c'était un Manu qui parlait pas. Mm-hmm. Et le jour où où il est rentré, parce qu'il rentrait 2 fois par semaine, donc ça dure quelques semaines, je me rappelle plus exactement. Le jour où il est rentré, et donc il rentrait à chaque fois pour des tipoulines, pour essayer de nettoyer, pour essayer d'éviter la gangrène. Et quand un jour il est ressorti sans jambe, quand il s'est réveillé, du coup c'est comme s'il a pris son destin en main. Mm-hmm. Il m'a dit, mais jusqu'à maintenant, je savais pas ce qui allait se passer, maintenant je sais ce qui allait se passer. Et il y a pas mal de choses alors, très typiques. Passé, oui. Une anecdote, je ne sais pas si elle est connue, et Michal, sa femme peut-être m'excusera si je la dévoile aujourd'hui, c'est que elle est rentrée dans sa chambre, et elle sort en pleurant. Je lui dis, Michal, qu'est-ce qui se passe ? Donc ils sortaient ensemble depuis, je crois, 6 mois, 1 an. Mm-hmm. Enfin, ils n'étaient pas encore mariés. Ils n'étaient pas encore mariés. Je lui dis, Michal, qu'est-ce qui se passe ? Et tous les deux, on est arrivés vraiment les premiers à l'hôpital. Et donc, il m'a dit, Michal, maintenant je suis comme ça, tu décides, si tu veux, tu n'es pas obligé de continuer avec moi.
Donc c'était un moment de sa destinée où il a dit « Allez, maintenant, je reprends tout en main ». Et reprendre tout en main, c'est incroyable ce qu'il a fait, puisque 6 mois après son amputation, il est reparti, il est allé apprendre à faire du ski au Hermon. Il a mis une prothèse. Une prothèse, oui. Donc il a mis une prothèse. C'est pas simple, une prothèse. Il faut avoir... pour tous ces soldats qui sont amputés et qui remarchent après avec une jambe, 2 jambes, quand moi je les vois... C'est un courage fantastique, ça fait mal, c'est un corps étranger auquel il faut s'habituer, il faut savoir que dans la maison, on ne se balade pas avec. C'est vraiment un handicap. Et tous ces soldats qu'on voit qui arrivent à remonter cet handicap, moi, c'est un de salages qu'il faut leur donner, rien que pour cette période, c'est vrai qu'on sont capables de faire. On parle beaucoup, en cette journée en particulier du Yom HaZikaron, des soldats qui sont tombés au combat. On parle souvent moins des soldats qui sont blessés et très grièvement blessés et qui portent leurs blessures, on va dire, pendant toute leur vie après. Exact. Et ça, c'est un combat qui est fantastique, parce que je l'ai vu sur Manus. Alors, quel a été l'impact, on va dire D'abord, il a voulu montrer que c'est pas parce qu'il avait perdu la jambe qu'il y avait quelque chose qu'il pouvait pas faire. Ouais. C'est-à-dire que dans les 6 mois après, il a tout fait de ce que quelqu'un peut faire avec 2 jambes. Y compris un marathon. Alors ça, c'est venu un peu plus tard, ok. C'est venu un peu plus tard. Mais disons, il est parti avec 3 copains, lui, de Netivot, et ils sont partis, et ils sont revenus fracassés. Et lui, il m'a montré, quand il a enlevé sa prothèse, ça saignait. Parce que, je vous dis, c'est un contact avec du plastique, etc. Et ce qu'il a fait, c'était hors norme par rapport à... donc, à l'époque, c'était aussi les nouvelles prothèses, les nouveaux matériaux, etc. Alors, par la suite, je dis... Il est allé même jusqu'à faire... Donc si on continue... Donc c'est vrai qu'il y a... Il faut dire, parce que c'est important pour la suite, de dire que c'est un homme qui avait une volonté extrême. Il allait jusqu'au bout des choses. Ce que je dis ici, il y a eu un moment quand il est sorti de cette salle d'opération, il a dit maintenant c'est fini, j'ai autre chose, je redeviens autre chose. Il n'y a pas quelque chose qui va m'arrêter de faire, et qu'il a déroulé sur le reste de sa vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, je pense, un instant qui n'est pas relié à cet accident. Où il a fallu qu'il se dépasse sur chaque chose. Et donc, c'est déterminant pour la seconde partie de sa vie et pour la carrière qu'il va choisir. Alors, en fait, juste pour encore terminer une anecdote, il a repris les Milouim, okay. Et donc il est revenu dans son unité de parachutiste et il a repris des Milouim. C'était la première intifada. 88, 89. Voilà, exact. Où il a repris du service. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Il me raconte, à l'époque, les gens voulaient pas faire des Milouim, etc. Et il me disait, j'étais assis dans... tous ceux qui venaient se plaindre qui voulaient pas faire de Milouim, mais là, il me disait, j'ai mal au dos, l'autre, j'ai mal ici. Et il me dit, moi, j'ai pas de jambes. Qu'est-ce que je leur dis? Et donc, c'est vraiment, peut-être pour continuer avec ce côté du sport, et après, on va voir sur sa carrière, il a pris sur lui qu'il n'y ait rien qui puisse changer. Et donc, il est allé... il a commencé un moment à courir, et à courir le marathon avec une prothèse. Il a commencé à faire du snappling. Il a commencé à faire tout ce que quelqu'un, même avec 2 jambes, pouvait faire. Mais ce qui est intéressant, c'est quand il est allé étudier, il a fait un master de physique appliquée. Et quand il a cherché du travail, il a été recruté dans les laboratoires du Mossad. Voilà. Alors ça, c'est la deuxième carrière. Et donc, il rentre, et c'est ce qu'il faut souligner, il rentre donc au sein du Mossad, il est recruté par les services secrets israéliens. Mais il est recruté dans... C'est atypique de tout ce qu'on a parlé de lui jusqu'à aujourd'hui. Il est recruté dans la section de la technologie. En fait, tous ceux qui développent les gadgets dont on voit dans les films, il était sur ces gadgets, mais sur la partie technique. C'était un physicien et il était sur cette partie. C'était pas James Bond. C'était pas James Bond. C'était celui qui préparait les gadgets pour James Bond. Ouais. Mais plusieurs fois, il est parti avec les unités de terrain. On va les appeler comme ça. Parce que comme c'était lui le technicien, il fallait qu'il les forme sur le terrain, ces unités. Et je me rappelle, la première année où on est allé au Mossad et ils nous ont parlé de lui, ils nous ont dit... La première fois où il est parti sur le terrain, il avait des éclairs dans les yeux. C'était vraiment... On voyait bien que c'était quelqu'un, ce qu'il voulait, c'était l'action. Et donc, une fois, une des missions sur lesquelles il était
il était très cool, très froid, très zen pendant l'utilisation des moyens qu'il avait développés. Il y a un mec qui lui a dit, mais tu perds ton temps à faire ça, il faut que tu viennes chez nous. Et ils l'ont convaincu, il est parti, donc pendant un an, il a fait un cours pour travailler dans ce que l'on appelle les unités de terrain. De terrain, exact. Et là, il s'est découvert. La première mission qu'il a fait comme novice a été une réussite. Et je vais revenir à quelque chose. Manu, quand il était enfant, c'était le naïf. C'était un petit peu comme ça qu'il était vu. Et je me rappelle une image quand on était tout petit, qu'on se battait, et mes parents passaient, et ils disaient qu'est-ce qui se passe, et lui, comme il avait toujours une perception qui était naïf et qu'il n'avait rien fait, c'est moi qui prenais les coups. Et je pense que cette naïveté, c'est ça qu'il a utilisé dans son métier, puisqu'il travaillait avec des gens qui ne savaient pas. Il avait une dizaine de passeports. Ouais. Donc, quand il est mort, sa femme a dû rendre les passeports. On était mort de rire, le nombre d'identités qu'il avait. Et donc, je pense que c'est cette naïveté naturelle qu'il a utilisée dans son métier, dans son nouveau métier. Alors, il est devenu agent puis officier du Mossad. Il a servi pendant de nombreuses années, en particulier à l'étranger. On ne va pas dire où exactement. Il était tout le temps à l'étranger. Tout le temps à l'étranger. Parce que c'est pas un métier qu'on peut faire en Israël. Voilà, c'est pas un métier qu'on peut faire en Israël. C'est un métier tout à fait particulier. Ce que je voudrais peut-être souligner, vous demander, c'est le fait que Manu était un homme très religieux, très pratiquant, très scrupuleux. On a dit qu'il a étudié à la yeshiva de Merkaz Harav. C'était un homme qui s'est marié donc avec Michal, sa copine, et qui a fondé une famille, mais qui était une famille extrêmement pratiquante, extrêmement religieuse, très scrupuleuse dans le respect des mitzvot. Comment arrivait-il à concilier son travail d'officier du Mossad à l'étranger? Et on va peut-être, ce que vous pourrez nous dire, on l'écoutera avec plaisir par rapport à ses missions. Mais comment arrivait-il à concilier sa pratique des mitzvot et son travail d'agent secret tout à fait particulier? Je pense que c'est très intéressant. Il y a deux côtés que j'aimerais approcher là-dessus. C'est ses relations avec les autres personnes, parce qu'il était de nouveau quasiment le seul religieux au Mossad. Ça change aujourd'hui, mais à l'époque, il était... off Mouzar, quelque chose d'atypique. Et il y a deux aspects. Un aspect, un jour, il est venu me voir et il m'a dit, écoute, Marc, j'ai un problème. Je suis dans des identités où on ne doit pas découvrir que je suis ni juif ni israélien. Et donc, ça veut dire que je me trouve avec des gens, je ne mange pas kasher, je voyage le Shabbat. Et ça me dérange, ça. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, je dis deux choses. Je dis d'abord, tant que ça te dérange, c'est que c'est bien, c'est bon signe. Et la deuxième chose, je l'ai envoyé chez le Rav Voshko, chez Shaul David, qui est mon maître. Et je lui dis, va voir Shaul David. Lui, moi, du point de vue, je peux te dire, d'un point de vue de ta neshama, si ça te dérange, c'est que c'est extraordinaire. C'est que malgré tout ce qui se passe et malgré la routine dans laquelle tu es, il y a quelque chose dans ton âme qui te tient très fort. Et il est allé voir Shaul David. Je me rappelle, c'était un vendredi. Il est revenu. Le temps qu'il revienne, Shaul David avait envoyé sa réponse qui est opposée, qui a été publiée, et dans lequel lui a permis, cette réponse qui était extraordinaire. Et souvent, quand il a eu des conflits ilchatiques, j'appelais Shaul David. Je me rappelle une fois, c'était Erev Yom Kippour. Shaul David a dit non, tu peux pas, là où tu es, il faut que tu restes. Parce il faut raconter, il était en mission à l'étranger, probablement dans un pays arabe. Alors, je sais rien. Voilà, on n'en sait rien, mais il était dans un pays où il ne pouvait pas respecter le Yom Kippour, et c'était la journée de Yom Kippour, et il voulait rentrer au milieu de Yom Kippour, et Shaul David a dit non, tu restes à l'hôtel et tu restes là-bas. Alors que parfois, il lui a dit, Shaul David, oui, tu rentres pour t'occuper de tes enfants Shabbat. Shaul David était extraordinaire. Ouais. Parce que ce qui est important, c'est quelqu'un qui se trouve tout seul confronté à ce genre de problématiques, s'il n'a pas un support spirituel de quelqu'un qui va lui donner pas seulement la caution, mais le mettre en avant. Et ce que Shaul David a écrit, c'est fantastique. Ça lui a permis de continuer sa mission de façon extraordinaire. Et le deuxième côté que l'on a découvert après sa mort, c'est, vous savez, toutes ces missions-là,
ça dure un temps court et la préparation est très longue. Ouais. Et dans ces préparations, il se trouvait avec d'autres collègues, Ouais. et souvent le Shabbat. Et ces collègues, ils m'ont dit, il n'y avait pas un Shabbat quand ils se trouvaient là-bas que Manu ne leur parlait pas. Il se trouvait en terrain. on va Ouais, dire. ils se trouvaient là-bas. Voilà. Où Manu leur parlait pas de Yadout, de Torah, de vie juive, etc. Et ça les a beaucoup marqués. Ça les a marqués parce qu'il n'y avait pas une oppression, il y avait un discours, il y avait une participation à ce qu'il ressentait, à pourquoi il était là. Et Ascara après Ascara, chaque fois qu'on retrouve ces gens, ils nous parlent de ces moments très intenses qu'ils ont eus dans ces attentes entre deux, où Manu leur parlait de la Torah, de la Neshama, de Am Israël, à des gens qui sont des gens extraordinaires, puisque pour être volontaire au Mossad, c'est des gens de très haute qualité qu'ils pouvaient trouver ailleurs où faire, et qui étaient là. Et ça m'a beaucoup impressionné. Et je pense que c'est cette partie cachée de sa personnalité que peut-être que quand on parle d'un agent du Mossad, on ne voit pas. Et deux choses, peut-être pour terminer avec cette personnalité. Donc ce soldat parachutiste qui a fait pendant 4-5 ans tout le Liban, depuis Tzor, Sidon, Beyrouth, etc., jusqu'à ses activités dans l'ombre du Mossad, il y a deux choses intéressantes. Un jour, il m'a dit, quand je suis avec mes clients, il les appelait, Ouais. eh bien, moi, j'ai quelque chose de très important qui me tient. J'ai mes tefilines, je les prends toujours avec moi, je les mets dans un coffre. Il a toujours pris cette filine. Il me dit, parce que moi, le matin, je disais, le matin quand je me lève, moi, je sais à qui je prie. Et ça, je pense, c'était pour lui, c'était pas un tzaddik de la yeshiva où il était toute la journée, non, il faisait autre chose. Mm-hmm. Mais ça, cette capacité de se dire, je prends mes tefilines, je les mets dans un coffre, le matin à l'hôtel, et je prie. Et quand je prie, je sais que j'ai mon client qui est dans ce même hôtel. Et moi, je dis, moi, je suis différent de lui. Il me disait ça me donnait la force de sa mission. Et quand il est... Alors, une des questions, qu'est-ce que l'on peut dire de son action lorsqu'il était à l'étranger au Mossad? Qu'est-ce que on peut révéler ou ne pas révéler, hein? J'en sais rien, c'est assez compliqué. Je sais pour des missions qu'il a faites, il a reçu, son équipe a reçu un tzalash, et mes parents et Michal ont été pour le recevoir. Donc c'était à l'époque où Dagan était Meir Dagan était Rosh HaMossad. On sait sur quel sujet il a travaillé. Et Manu a travaillé sur ces sujets. C'est très compliqué. Comme je ne sais pas ce qu'il peut se dire, je ne peux pas dire, je suis désolé. Mais il était... On peut dire qu'il a très, très nettement contribué à la sécurité, à la défense de l'État d'Israël pendant les années où il était... En tout cas, il a travaillé... En tout cas, ce que l'on nous a raconté, c'est que les activités qu'il a fait, le résultat et le succès qu'ils ont fait ont apporté une pierre importante à la sécurité d'Israël des années après sa mort. Mm-hmm. Et donc, oui, c'est des histoires que l'on a appris par la suite du Mossad. C'est des activités avec beaucoup d'adrénaline, où il faut avoir beaucoup de sang-froid. Mm-hmm. Pas l'olematzmet, je ne sais pas comment on dit en français. Ouais, pas clignoter les yeux et pouvoir... je sais qu'il avait un rôle... Un jour, il m'a raconté, parce que à la maison, je vois d'un coup apparaître chez lui des livres du Coran, etc. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais avec ça, Manu? Il me dit, mais écoute, voilà, aujourd'hui, j'ai une identité. J'ai une mère française chrétienne et un père musulman, et mon client il croit que je fais Chazar Bitchouva à l'islam. Ouais. Donc son client, vous imaginez qui c'est son client, et lui donc il lui joue apprends-moi le Coran, je veux revenir pour pouvoir se rapprocher de lui, etc. Alors il est resté donc combien d'années à l'étranger au total? Il était resté 10 ans au Mossad. Je crois qu'il y a eu 5 ans où il était complètement à l'étranger, et 5 ans où il était en Israël, et il avait des allers-retours. Alors, il revient après 5 années passées donc à l'étranger, avec des missions, donc de nombreuses missions extrêmement périeuses. Intéressantes et périlleuses. Et la famille organise une Seouda de reconnaissance. En fait, oui, c'est mes parents qui organisaient ça. Et c'est parfois on... C'était en quelle année? C'était 2003, juillet 2003. Parfois, il y a des moments
que Akadosh Baruch Hu nous donne, dont on ne comprend pas l'importance et qu'on voit après l'importance. Et mes parents avaient organisé ce repas parce que Manu et Michal revenaient de leur shlichut. Et on s'est retrouvés tous ensemble quelques semaines avant son accident. Et c'était un moment, après, quand on regarde, d'une intense extraordinaire. Et une anecdote pour dire Yashash Gacha Pratit en Malas, en Malagid. Manu et moi, on était comme des frères jumeaux. Et mes 3 sœurs, parfois, elles étaient un petit peu jalouses, c'est normal. Et on s'assoit tous et taf, je m'assois en face de Manu et Sarah, elle va voir ma mère. Elle dit voilà, encore une fois, ils sont ensemble. Et ma mère, elle lui dit laisse-les. Et Sarah, elle m'a raconté ça après. Je pense que il y a des moments qu'on reçoit et qu'on remercie après, même si c'est difficile. Ouais. Alors, comment Manu est mort ? Donc il vivait avec de l'adrénaline, hein. Ok, ça fait partie de sa personnalité. On peut pas dissocier ce qu'on demande à une personne et après lui demander de rester dans un bureau et de rien faire. On peut avoir à la fois de l'adrénaline et un self-control total. Oui, c'est pas contradictoire. Mais par contre, je pense qu'il y a un besoin toujours de faire autre chose. Mais par contre, oui, il y a un contrôle total. Hein. M'a raconté des activités qu'il a eues où je lui ai dit mais t'as pas craqué à ce moment-là, t'as pas eu peur, t'as pas quelque chose, non, c'est du calme, capacité de refaire les choses, de prendre le temps même si tu sais pas où les choses c'est où j'ai eu cette pensée là, c'est cet avion qu'un missile syrien a fait tomber, où ils ont raconté que le pilote a voulu vérifier que son missile descendait la caravane du Malat, et alors sachant qu'il avait des missiles qui lui tiraient dessus. Ce sang-froid-là, c'est ce sang-froid-là qu'on trouve chez des gens comme ça. C'est-à-dire qu'on leur tire de partout, ils sont dans leur mission, focalisés, et ça c'est l'image. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit mince, c'est comme ça qu'était Manu. Et donc il reprenait un tafkid, un rôle important au sein du Mossad. Quand il revenait, c'était une promotion assez importante d'après ce qu'il m'a raconté. Les chefs du Mossad comptaient sur lui, quoi. Et il plongeait avec sa prothèse, il faisait de la plongée sous-marine, donc il voulait aller à Eilat juste avant de reprendre, donc il est descendu et il est descendu en moto, donc il faisait la moto, il était venu d'Europe en Israël en moto quand ils sont revenus, donc je lui dis l'adrénaline ça faisait partie et il y a un sivouf qui l'a raté et c'est comme ça qu'il est mort. Et on a trouvé dans ses affaires 2 choses, cette filine et un livre, L'étincelle de la vie. Et donc, c'était très symbolique ce qu'on a trouvé sur lui. Alors, comment votre famille a perpétué son souvenir ? Bon, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe et qu'on a vu après, dans ces moments très, très difficiles. D'abord, le Mossad accompagne l'armée de Tzahal, le Mossad aussi, mais l'armée de Tzahal sont extraordinaires. L'accompagnement, il est fantastique. Que ce soit mes parents, que ce soit Michal. Vraiment, vraiment extraordinaire. Peut-être que c'est l'expérience malheureuse, mais ce que je peux dire, c'est que c'est fantastique jusqu'à aujourd'hui, 15 ans après. Okay, c'est un accompagnement, que ce soit les anciens collègues de Manu, que ce soit les anciens Khayalim, soldats de l'armée, que ce soit les gens du Mossad qui appellent chaque année. Dagan, quand il était vivant, il appelait mes parents, il appelait Michal chaque année. Donc il y a un accompagnement extraordinaire. Ça c'est quelque chose que, à mon avis, on trouve nulle part ailleurs, et qui est vraiment la neshama de ce peuple-là, qui se retrouve dans ces moments difficiles, quelque chose qu'on peut pas décrire tellement c'est fort. Que ça soit l'administratif, technique, les gens qui viennent, l'empathie de tout le monde, le zikaron que chacun a de la personne, etc. Et il y a aussi autre chose d'un point de vue de la famille, c'est ces moments très forts, c'est ce que j'ai appris après, c'est où ça peut casser en morceaux, unité familiale, éclater la famille. Ou alors ça fait quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui nous est arrivé, c'est quelque chose d'extraordinaire. On s'est retrouvés, on s'est reconstruit, et c'est comme si Manu était le ciment de cette famille. Alors parfois ça me fait mal de dire ça, parce que je dis quoi, il a fallu perdre mon frère pour arriver à ça, mais ce qui se passe dans la famille, on fait une anecdote. On fait un Shabbat Askara chaque année. On était 15 quand il est mort, on est aujourd'hui 40-50. Et chaque année, c'est un moment extraordinaire où on parle de lui, on se retrouve ensemble.
il y a quelque chose dans la famille, on est différents. Vous avez des enfants, des petits-enfants, des cousins, des neveux, etc. Et on se retrouve tous ensemble pour un moment extraordinaire. Et je pense qu'il est parti, et il nous a donné cette possibilité d'être tous ensemble, qui est fantastique. Et là, mes parents ont été d'un courage admirable. Cette capacité de se relever et de nous amener tous ensemble. Et peut-être je terminerai avec on a fait une fois, pour le souvenir de Manu, à Lyon, puisque mes parents ont travaillé très longtemps dans la communauté juive de Lyon, une soirée à la mémoire de Manu, et on a demandé à ma mère de parler. Elle a dit l'année après, il y avait des jours où elle ne voulait pas se lever le matin. Et la veille de Pessah, elle ne voulait pas se lever le matin. Et elle leur a dit, et à un moment donné, je me suis dit, j'ai encore 4 enfants et plein de petits-enfants, donc il faut que je me lève le matin pour eux. Et je pense que ça a été leur journée, tout le temps et jusqu'à aujourd'hui. Et le retour qu'ont leurs petits-enfants et l'admiration qu'ont leurs petits-enfants par rapport à eux est le résultat de tout cet amour qu'ils ont pour nous, enfants et petits-enfants. Merci Marc Abitbol. Je dois souligner, parce qu'on en a parlé même hors antenne, Emmanuel Abitbol était un ami d'Emmanuel Moreno, Zichrono Livracha, qui est tombé nous sommes petits cousins. Voilà, vous êtes même de la famille, et donc quelque part, on va dire, les true notes, les qualités de l'un et de l'autre. C'est intéressant parce que je ne pense pas que le nom Emmanuel vient de la même personne. Ouais. Mais ils avaient des qualités, ils étaient tous les deux grands, ils se ressemblaient, ils ont été tous les deux dans l'ombre de leur activité. Et pour une autre anecdote, quand l'Askara de Manu est au Kavbet Av, et c'était 3 jours avant le Mifsa où Emmanuel Moreno est tombé, et il nous appelle. Ouais. Il y avait Ilan Moreno, son père, qui était à l'Askara, et il nous appelle, il nous a dit « je ne peux pas venir ». Voilà. Eh bien, voilà, on le voit comment le destin de combattants de Tsahal, qu'il soit plus dévoilé, moins dévoilé, d'officiers de l'armée israélienne, d'officiers du Mossad, se rejoint, et bien entendu aussi, d'une certaine manière, la douleur se rassemble aussi les familles, là aussi. Merci beaucoup, Marc Abitbol, de nous avoir parlé de votre frère Emmanuel Abitbol, Zichrono Livracha, qui était donc officier des parachutistes de Tsahal, officier du Mossad israélien, et qui est mort il y a maintenant 15 ans, près de 15 ans. Merci d'avoir été avec nous en cette journée du Yom HaZikaron. Il a laissé une femme avec 4 enfants et maintenant des petits-enfants, donc ça ne s'arrête pas. C'est la chose positive. C'est important. Merci encore. Yom HaZikaron, les Chalalei Ma'arachot Israël, jour du souvenir pour se tomber pour l'État d'Israël. Ech naflu giborim vayovdu kle milchama. Comme ils sont tombés ces vaillants et perdus ces armes de guerre. Kol yom she'over kmo netzach. Kol yom she'over ועדיין אתה חסר. כל יום שעובר כמו נצח.